Et c'est parti. Si vous avez des questions, je mangerai ouais, oui, je sais pas si ça se mange. Oui, si, la cervelle de je sais plus quoi d'ailleurs qui se mange. Si, si, bah, du coup, ça doit se manger. Mais comme ça ouais, ça me donne pas envie personnellement. Est-ce que je suis bien au début? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et je Comment préciserai peut-être fonctionne certaines notre choses cerveau, au le fur plus et à mesure. complexe de nos organes, avec 200 milliards de cellules? On le connaît de mieux en mieux. Démonstration dans un instant avec le docteur Hervé Schneves, l'invité du Grand Angle. Bonsoir. Tu m'étonnes, Gertrude. Bonsoir Hervé Schneves. Bonsoir, merci de votre invitation. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes médecin, neurologue, Comme neurobiologiste. quoi les souvenirs des uns, sont pas les mêmes, c'est marrant quand même les goûts. Il y en a qui adorent ça et d'autres qui détestent ça. Moi, c'était le foie de veau. Je sais que mes grands-parents, parce que moi j'étais enfin bref, j'ai vécu en partie chez mes grands-parents et eux, c'était le foie de veau et je sais qu'il y en a qui adorent et d'autres qui détestent. Moi, j'adorais à l'époque, alors j'en ai pas mangé depuis, donc je sais pas ce que ça donne. Bah, Colibri-Gant, pas forcément, hein, surtout quand on sait que c'est des abats, donc c'est pas parce que enfin après je peux admettre que enfin, bien préparé, c'est certainement bon, mais comme ça, le terme abat n'est pas forcément très ragoûtant. Vous dirigez le laboratoire neurosciences Sorbonne Université et vous publiez un livre passionnant, Notre cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions. C'est aux éditions L'Iconoclaste. Alors avant de voir avec vous ce que l'on connaît aujourd'hui, ce qu'on connaît mieux aujourd'hui du cerveau humain, d'abord comment vous est venue cette passion pour les neurones, pour les synapses, pour les astrocytes? Écoutez, c'est toujours des rencontres avec des gens extraordinaires au cours de la formation d'études médicales et puis la découverte de ce qui nous fait penser, de ce qui nous met en relation avec le monde, de ce qui fait que nous sommes capables de dire je. Et donc, on commence et puis le virus prend. Et puis, quand on fait de la neurologie, il y a beaucoup de pathologies. C'est un tiers des dépenses de santé, les maladies du cerveau, mais il y a très peu de traitements. Donc, il y a une obligation de recherche. Et quand on commence la recherche, bah, voilà, Alors, on est passionné. commençons par le début. Si vous deviez décrire le cerveau en quelques mots. Je dirais que c'est un fabuleux organe, donc on est dans quelque chose de matériel, mais qui fonctionne selon 4 modes essentiels, et c'est ça que j'ai voulu faire partager. On est essentiellement dans un fonctionnement inconscient du cerveau, on est essentiellement dans un fonctionnement émotionnel du cerveau, on est essentiellement dans une anticipation de tout ce qui va se passer, et puis notre cerveau fonctionne en créant un monde humain autour de nous et en humanisant tout ce que nous faisons. Alors, il pèse pas très lourd le cerveau, hein, ça pèse moins d'1,5 kg. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, mais comme il travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, eh bien, il consomme un quart de notre énergie quotidienne. Donc, pour 2% du corps, un quart de notre énergie quotidienne. Alors, je disais en ouverture, 200 milliards de cellules dans le cerveau. En tout cas, c'est le chiffre admis aujourd'hui. Mais non seulement 200 milliards, mais chacune de ces cellules est capable de faire 50 000. Alors 200 milliards, moi je sais que j'avais le chiffre de 100 milliards de neurones. Après je sais que lui inclut, enfin dans ce chiffre, je ne sais pas si ça inclut on a les neurones, mais pour que les neurones, fonctionnent, il y a d'autres cellules qu'on appelle les cellules gliales, notamment les astrocytes, qui ont une importance aussi dans, leur fonctionnement, mais qui ne sont pas, directement des neurones, qui sont là, alors c'est pas que de l'assistance, hein, ils jouent un rôle, mais du coup, je ne sais pas s'ils intègrent dans ces 200 milliards ces astrocytes ou si c'est un nouveau chiffre sur le nombre de neurones. Moi, j'ai toujours entendu 100 milliards. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vous avoue que je ne sais pas. Connexion avec d'autres cellules, donc une puissance de traitement de l'information qu'aucun ordinateur aujourd'hui n'est capable d'atteindre. On peut dire que tous les êtres humains ont plus ou moins le même cerveau, mais qu'on ne l'utilise pas de la même manière. C'est juste de dire ça? Oui, le schéma général du cerveau, il est très semblable entre tous les humains. Mais
non seulement le développement du cerveau, donc certaines influences génétiques, mais les événements de la vie vont, à travers la plasticité, renforcer certains circuits, en diminuer certains autres, ce qui fait que, arrivé à l'âge adulte, nous avons tous des cerveaux différents. D'accord. Mais donc ça, on l'avait un petit peu évoqué, enfin, on l'avait même complètement évoqué, notamment lorsque on avait regardé le reportage sur les hormones et stéréotypes, en gros, de genre, la différence en gros entre le cerveau de l'homme et de la femme. Et en fait, clairement, la piste la plus, enfin, qui est la plus probable à l'heure actuelle, c'est pas la testostérone, hein. La testostérone, au final, enfin voilà, les différences en gros entre le cerveau de l'homme et de la femme sont infimes, voire il n'y en a pas. La testostérone n'y est pour rien. Si on a tous le même cerveau, d'où vient la neurodivergence? En fait, c'est bien ce qu'il dit, c'est qu'on a tous, en gros, un cerveau qui se ressemble, mais quand on va dans le détail des connexions de chacun, là, il y a des divergences. Donc, en fait, c'est ce qui explique la neurodivergence, mais c'est ce qui explique aussi qu'on est tous différents dans notre fonctionnement. Et ça, c'est lié, il le disait, à la plasticité. C'est-à-dire qu'en fait, chaque expérience, chaque vécu personnel chaque chose qu'on va vivre personnellement, euh, notre cerveau va renforcer certains circuits plus que d'autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à des circuits qui sont vraiment propres à chaque individu. Il n'y a pas deux individus qui ont exactement le même circuit. Donc même si on identifie des grandes zones du cerveau qui vont être dédiées à telle ou telle chose, il n'empêche que les circuits renforcés au fur et à mesure des expériences, que c'est comme... mais je ne sais pas s'il va pas prendre cette métaphore d'ailleurs tout à l'heure. En gros, plus on va solliciter un circuit, bah, plus on va le renforcer. Donc, d'un petit chemin, on va arriver à un beau grand chemin large, bien tracé, où ça va être très fluide de circuler. Et ça, ces chemins-là, bah, c'est propre à chaque individu. Donc, c'est pour ça que chaque cerveau est différent, chaque être est unique et il n'y a pas de cerveau identique. Il y a des zones qui se ressemblent, enfin qui ont à peu près les mêmes fonctions, mais les connexions précises sont pas tout à fait les mêmes, sont pas renforcées de la même façon. J'espère que ça aura répondu à ta question, Titan. plus, je dirais, la vie de tous les jours, les expériences vécues que la génétique. Beaucoup de choses qui se mêlent. Il y a des recombinaisons génétiques au cours du développement qui se font un peu par hasard. Deux jumeaux monozygotes issus du même œuf, dès la naissance, n'auront pas le même cerveau parce que plusieurs milliers d'événements de petites modifications du génome des neurones seront arrivés. Et puis surtout, au cours de la vie, l'épigénèse, tout ce qui va nous arriver, va remodeler nos circuits, ce qui fait que plus nous avançons en âge et plus nous avons un cerveau particulier. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Donc déjà, alors, il y a un rôle génétique, oui et non. Mais aussi, ce qu'il faut retenir, c'est aussi que votre cerveau, tout au long de votre vie, je sais qu'il y a eu je sais pas, enfin peut-être que vous avez encore cette idée-là en tête, le fait que genre on a des neurones qui se régénèrent jusqu'à 20 ans à peu près et qu'après notre cerveau se dégrade et au contraire on perd des neurones. Et on s'est rendu compte il y a quelques années que cette chose qu'on prenait comme une affirmation est fausse. Aujourd'hui, on sait que non, notre cerveau continue à créer des neurones et aussi est encore plastique, enfin a cette plasticité. Donc, on continue au fur et à mesure de nos expériences de la vie à avoir de nouveaux chemins qui se créent. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que on va pouvoir apprendre de nouvelles choses, créer de nouvelles connexions. Alors,
C'est sûr qu'avec l'âge, il y a, ça devient de plus en plus compliqué de refaire ces connexions, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Donc voilà, ne pas se dire: «Le cerveau, est quand même plus grand lors de l'enfance». Oui, oui, bien sûr, parce que le cerveau de l'enfant, on l'a évoqué notamment lors de la lecture, sur comment nous sommes devenus bipèdes. Le petit humain, il naît avec un cerveau, immature parce que, bah, le bassin, notamment de la femme, ne peut pas faire passer un gros cerveau. Voilà. Donc bah, la nature, elle a trouvé, cette solution-là. Tidom naîtra avec un cerveau immature et continuera de se développer après. Donc effectivement, la plasticité chez les enfants, elle est beaucoup plus importante. On le voit aussi, pas de souci, Titan Bonleur. Hem, on le voit aussi enfin, lorsque vous avez des enfants qui naissent avec des paralysies cérébrales, donc voilà, une sorte d'AVC, on va dire, à la naissance. Donc il y a une partie du cerveau qui malheureusement, bah, va mourir, dysfonctionner et donc ça va entraîner, notamment, bah, moi c'est les enfants que j'ai le plus vus, des troubles moteurs, potentiellement sensitifs aussi. On peut espérer dans certains cas que la plasticité cérébrale, chez l'enfant fasse que, bah, en gros le cerveau va trouver de nouvelles connexions et ça puisse s'améliorer. Effectivement, lorsque c'est une personne d'un certain âge qui fait un AVC, même si vous avez cette plasticité, ça va être plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de retrouver certaines, de former de nouveaux chemins, mais enfin voilà, les chances de «réussite» entre guillemets, enfin c'est pas exactement ça le terme, mais sont moindres parce qu'effectivement cette plasticité elle est moins forte. Un petit enfant en fait c'est vraiment une sorte de page blanche, qui doit tout apprendre. Donc forcément son cerveau il est en ébullition, il est, vraiment dans une construction de toutes ces connexions. Encore une fois, il est né immature donc il est encore en train de grandir. Donc de fait, il va être beaucoup plus prompt à être, plastique, quoi. Donc oui, oui, chez les enfants, effectivement, c'est quand même, la plasticité est plus grande. Vous avez défini plus ou moins ce que c'était le cerveau. Est-ce que vous pourriez définir, question encore plus compliquée, qu'est-ce que c'est l'intelligence? Ah non, ça, malheureusement, les scientifiques ou les médecins étudient des maladies de l'intelligence, c'est-à-dire des défauts qui créent des troubles de notre façon de comprendre le monde ou d'agir sur le monde. Mais l'intelligence, elle est tellement multiple. De quoi parle-t-on? D'une multiplication, d'une capacité de retenir beaucoup de choses, d'une capacité de trier des informations. Le mot intelligence est beaucoup trop vaste pour pouvoir l'aborder sur un plan strictement scientifique. Je vais vous poser J'aime beaucoup sa réponse, si vous étiez là quand on a regardé la vidéo des des revues du monde, sur, le corps humain, est-il cheaté? Enfin, je sais plus comment elle avait écrit ça. Enfin, en gros, parler de l'intelligence, la différence entre l'homme et l'animal, pourquoi en gros on serait les grands gagnants, enfin on dominerait un peu le monde et bah, forcément vient la question de l'intelligence et elle avait elle-même admis et je pense qu'il faut enfin voilà, faut bien entendre ça, c'est qu'il y a pas de définition, il y a pas de vrai consensus sur la définition de l'intelligence, aujourd'hui. Pareil, enfin, j'étais allée voir une conférence justement là-dessus et même constat. Il n'y a pas de définition de l'intelligence. Donc il y a elle avait quand même utilisé, voilà, des espèces de grands consensus, je sais plus ce que c'était exactement, mais clairement, c'était fourre-tout, quoi. Tu pouvais y mettre, tout ce que tu veux dans cette, définition, ça couvrait vraiment, c'était beaucoup enfin, c'était très, très large. Donc, est-ce qu'une définition qui est aussi large que ça est une vraie définition? On peut se poser la question. Et du coup, je trouve sa réponse très juste et très subtile. Et je pense que c'est plus ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la définition d'intelligence, il y en a pas.
il y en a pas, elle va être, en fait, au final, du coup, elle devient très personnelle et subjective. Donc voilà. Est-ce qu'on est plus intelligent que les animaux, par exemple? Sur quel point? Enfin, voilà. Donc c'est vrai que ça peut être du coup problématique parce que en science, on aime bien du coup, on ne peut étudier que quelque chose qui est défini. S'il n'y a pas de cadre, c'est compliqué à étudier. Mais voilà, sur l'intelligence, il y a un peu ce au pire, on parlera pas d'intelligence, mais on définira des critères et on étudiera en fonction de ces critères-là, mais qui du coup sont des critères, subjectifs. Donc voilà, donc très, très, très bonne réponse, monsieur, je me risquerai pas à donner, son nom de famille, Schneeweisser? Schneeweiss? Je sais pas. Question autrement, qu'est-ce qui fait que le cerveau de l'homme lui donne une intelligence supérieure aux primates, par exemple? Alors très certainement l'organisation. C'est plutôt que la taille, plutôt que le nombre de cellules, plutôt que le poids, c'est l'organisation. Et surtout le fait qu'un cerveau humain n'existe pas. Pour être humain, nous sommes en interaction avec d'autres cerveaux. Et c'est dans cette interaction entre les êtres humains que notre cerveau s'humanise et réorganise ses circuits, l'acquisition du langage, l'acquisition des outils, la lecture, les mathématiques pour communiquer. Ouais. Et donc, notre cerveau a cette extraordinaire capacité d'évoluer par lui-même, d'évoluer au contact des autres et d'avoir cette plasticité continue tout au long de la vie. Alors, quand on fait quelques... Donc au final, ce serait plutôt les interactions sociales, les échanges qui feraient cette différence et non pas la taille. Parce que là, effectivement, il a dit au début que le cerveau, c'était 2% du poids du corps. Il y a un autre indicateur qui est le coefficient d'encéphalisation, si je ne me trompe pas, qui est en gros le volume du cerveau rapporté au poids. Donc, ce qui est un peu différent. Là, on est poids sur poids du cerveau par rapport au poids du corps. Et là, c'est volume du cerveau par rapport au poids du corps. Donc, c'est encore un peu différent. Et chez l'humain, ce qui veut dire qu'il faut que je recommence à avoir des interactions. Bah, en tout cas, ces interactions, voilà, nous façonnent de fait, mais voilà, comme elle façonne le petit homme qui vient d'arriver au monde, quand on est adulte, elle continue de nous façonner. C'est sûr que on est déjà quand même bien structuré, arrivé voilà avec l'expérience, mais effectivement ça continue. Après, il faut pas s'obliger à avoir des interactions si pour toi ça a quelque chose ça a un apport négatif, hein. C'est aussi ça qu'il faut voir, hein. Enfin, faut pas, enfin voilà, il y a pas de raison de se faire du mal, pour rien non plus, si vraiment c'est compliqué. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, et du coup, ce coefficient d'encéphalisation est effectivement supérieur chez l'être humain. Maintenant, est-ce que, c'est vraiment ça qui explique les différences? Pas forcément, enfin voilà. Est-ce que c'est vraiment cette différence de taille qui fait la différence? Je vais pas utiliser le mot intelligence, parce qu'on a vu qu'il n'était pas défini. Et puis on se considère comme supérieur, entre guillemets, par rapport aux primates et aux autres animaux. Sur quels critères? Faudrait voilà, c'est supérieur, de notre point de vue, d'être humain, mais bon, est-ce que c'est vraiment le cas, in fine? C'est une question, hein, c'est ouvert, hein, il y a pas j'ai pas de réponse. Recherche sur le cerveau, qu'on lit un article ou évidemment votre livre, il y a des mots qui reviennent très souvent, c'est neurones, synapses, je l'ai dit tout à l'heure aussi, attendez, je vais essayer de retrouver. Oui, les astrocytes. Ouais. Vous êtes un spécialiste des astrocytes. Qu'est-ce que c'est que l'astrocyte? Alors, un neurone, on voit plus ou moins ce que c'est. Les synapses, c'est les connexions entre les neurones, on peut dire ça? Voilà. Voilà. Et les astrocytes, c'est quoi? Alors, je vais juste vous remontrer, hop, alors, est-ce que... Ah, ah non, je les ai pas fermés. Donc ça, c'est un neurone. On a le noyau du neurone.
Et on a le grand câble ici. Donc là, forcément, c'est un dessin, donc il est plus court. Et ça, c'est l'axone. C'est sur ce câble que va circuler l'information sous forme de courant, entre guillemets, électrique. Donc, on a les dendrites ici. Ces dendrites-là, en fait, il faut imaginer qu'au bout, vous avez des connexions avec d'autres neurones aussi, mais avec les terminaisons axonales, pardon, les terminaisons axonales d'autres neurones ici. Donc, les terminaisons axonales vont arriver ici, au niveau des dendrites, qui vont recevoir l'influx, qui va être traité ici, et en fonction, il y a un autre message qui va être lancé. En fait, pour qu'un message électrique soit lancé sur l'axone, il faut quand même qu'on dépasse un certain potentiel d'action, un certain seuil pour déclencher cette circulation du message sur l'axone. L'autre terme qui a été utilisé, c'est le terme synapse. Donc là, on est sur... Je ne sais pas si j'arriverai à vous mettre les deux l'une à côté de l'autre. Il faudrait que j'arrive à la rapetir. Alors attendez, je vais essayer de faire ça, faire ça un peu mieux que ce que je suis en train de bouiner là. Hop, je rapetis, que ça va passer. Hop. Donc là, il faut imaginer que c'est au niveau de la terminaison axonale. Et ici, cette partie-là, c'est les... Non, c'est pas celle-là que je voulais. C'est les dendrites ici. Donc, le message s'est propagé tout le long de l'axone. Et au niveau de la synapse, vous allez avoir les petites vésicules ici remplies de neurotransmetteurs, terme que vous avez certainement déjà entendu. Et en fait, ces neurotransmetteurs sont libérés dans ce qu'on appelle la fente synaptique, donc entre la terminaison axonale et la dendrite du neurone suivant. Et c'est comme ça que le message est transmis. Les neurotransmetteurs donc, sont libérés dans la fente synaptique. Vous avez des petits récepteurs qu'on appelle récepteurs postsynaptiques avec la bonne forme, entre guillemets, qui sont capables de capter le neurotransmetteur spécifique. Donc, voilà un petit grossièrement ce qu'est une synapse, un neurone et une synapse. Et Astrocyte, je vais le laisser expliquer du coup. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas à les poser. Alors c'est l'autre moitié du cerveau qui a été longtemps oubliée, niée, et en fait ce sont les cellules qui au départ donnent un peu le plan d'architecture, ensuite confinent, modèlent, sculptent les synapses, les règlent un peu comme un bouton plus fort, moins fort, et quand il n'y a plus besoin pour remodeler le circuit, les boulottes et les excluent. Donc au fond, c'est des partenaires indispensables des neurones qui fonctionnent dans des gammes de temps très différentes des neurones, mais qui ont toutes les fonctions, et même pire, puisque aujourd'hui on découvre que toutes les maladies du cerveau, ou presque, sont des maladies de la cellule gliale. Alors, oui, parce que les astrocytes, c'est aussi ce qu'on appelle les cellules gliales. Une cellule gliale, je vais vous remontrer le dessin du neurone. En fait, sur l'axone, ici, vous voyez des espèces de petits blops. C'est ce qu'on appelle la gaine de myéline. Tous les axones ne sont pas dotés de gaine de myéline. Et il se trouve que la gaine de myéline, ce sont justement certaines cellules gliales. Alors, si je ne me trompe pas, c'est les cellules de Schwann dans le cerveau. En tout cas, ce sont ces cellules qui vont produire la gaine de myéline et venir entourer l'axone de cette fameuse gaine. La différence entre les axones qui auront une gaine et ceux qui n'en auront pas, ça va être la vitesse de propagation de l'information. Sur un axone qui est dit myélinisé, donc avec une gaine de myéline, l'information va aller beaucoup plus vite que sur un axone qui est démyélinisé, enfin qui est non myélinisé. Et là, ça ira un peu moins vite.
Alors moi j'ai des chiffres, mais je crois qu'il va en dire un autre certainement que c'est une moyenne. Mais en gros, sur un axone myélinisé, la vitesse de propagation, ça peut aller jusqu'à 100 mètres par seconde, alors que sur un axone non myélinisé, on est aux environs de 2 mètres par seconde. Donc beaucoup moins, 50 fois moins pour être exact. Comment circule l'information dans notre cerveau? J'ai lu que c'était par impulsion électrique. Donc on a des petites impulsions électriques dans notre cerveau. Oui, il y a beaucoup de micro-courants électriques et ça fonctionne d'une cellule à l'autre d'abord par une sorte de morse, de code en fréquence. Ouais. Et puis, à la synapse dont vous avez parlé, quand il faut sauter d'une cellule à l'autre, là, il y a une traduction de ces codes morse en quantité d'une molécule qu'on appelle un neurotransmetteur. Ouais. Et l'information saute ainsi d'une cellule à l'autre, mais entre-temps, la cellule qui reçoit l'information, elle fait un peu la synthèse de toutes les informations qu'elle reçoit, et donc l'information est modifiée, puis elle repasse, et c'est comme ça que les circuits se forment. Tout ça à la vitesse. Donc il y a bien, donc là le neurotransmetteur, vous avez vu tout à l'heure, c'est au niveau de la fente synaptique. Effectivement, la quantité libérée va être différente selon l'importance du message. Et comme je vous disais, le neurone qui reçoit l'information, donc au niveau de ses dendrites, je vais vous en mettre parce qu'il y a beaucoup de termes. Une fois qu'on visualise bien, il y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est pas forcément simple. Donc, quand le neurone reçoit au niveau de ses dendrites, c'est ce que je vous disais, il va faire effectivement il va traiter quand même toutes ces infos. Il va pas forcément renvoyer une info. C'est vraiment en fonction de toutes les infos qu'il va recevoir, parce que sur chaque dendrite, bah, il va recevoir différentes infos de différents neurones, hein, pas forcément que d'un seul autre neurone. Et du coup, chaque neurone a un petit peu son moteur de calcul et joue son rôle dans dans tous ces connexions, quoi. Et chez nous, et quand ça démyélinise, ça ralentit la conduction, c'est mesurable. Effectivement, les axones qui vont être démyélinisés, ça arrive dans certaines pathologies. Ça va effectivement ralentir la conduction et forcément, ça va poser des problèmes parce que certaines choses ont besoin d'un traitement plus rapide que d'autres. Ça va venir en fait mettre le bazar dans dans tous ces circuits-là. Donc oui, le J'adore la fait que ce science. soit... Et merci, merci, merci. Merci pour le follow, Antotui. Sois le bienvenu. Je checkais parce qu'en fait, quand c'est sur fond blanc comme ça, je vois rien. Et j'avais dit que je regarderais, mais je vois pas. Je vois pas. Donc oui, c'est mesurable. On fait ce qu'on appelle un électro. Alors au niveau des muscles, ça va se faire. Après, est-ce que c'est mesurable partout? Je ne sais pas. Je vais te dire potentiellement oui, mais j'avoue que je suis pas sûre. Je sais qu'il y a l'électromyogramme qui est possible de faire pour voir un peu justement comment le nerf conduit le signal, pour voir s'il y a potentiellement un bug quelque part sur la ligne, hein, voilà. Donc pour ça, on va tester la ligne. Alors l'électromyogramme n'est pas forcément... Alors moi, j'en ai jamais fait, hein, mais a priori, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Parce que pour tester le signal, je vous laisse deviner, il va falloir envoyer un signal. Et un signal électrique. Donc voilà, ça chatouille un petit peu. Mais oui, normalement, effectivement, c'est mesurable pour voir s'il y a un souci de connexion. Hop. De la lumière, tout ça, ça se fait en permanence dans notre cerveau. 40 mètres par seconde, c'est pas mal. Dans d'autres cas, Je pense pour que c'est les la moyenne, astrocytes, par rapport à ce que je vous ai dit. seulement quelques millimètres par Et seconde. bonsoir, Donc, il y a Wawid. différents tempos dans notre cerveau. D'accord. L'important, c'est que Et tu m'étonnes, Gertrude. nous prenions le temps de laisser à notre cerveau le temps. Alors il y a plein de questions incroyables. Attendez, fantastiques je dans remets le un bouquin. petit poil en Quelle est arrière parce que j'ai pas la vitesse suivi. de la lumière, tout ça, ça se... J'ai pas, Transmetteur. Ouais. Et j'ai pas l'information suivi. saute Désolée. ainsi d'une cellule à l'autre, mais entre-temps,
la cellule qui reçoit l'information, elle fait un peu la synthèse de toutes les informations qu'elle reçoit, et donc l'information est modifiée, puis elle repasse, et c'est comme ça que les circuits se forment. Tout ça à la vitesse de la lumière, tout ça, ça se fait en permanence dans notre cerveau. 40 mètres par seconde, c'est pas mal. Pas la Dans vitesse de la d'autres lumière. cas, pour les astrocytes, Ouais. seulement quelques millimètres par seconde, donc il y a différents. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Je voulais pas dire de bêtises, mais c'est ce qui me semblait que c'était dans le cas de la CEP, donc la sclérose en plaques, qu'il y avait une démyélinisation des axones et que bah oui, ça posait problème. Et du coup, Tino, tu disais un choc électrique au bout des doigts et on mesure le moment d'arrivée dans le cerveau. Donc, tu as aussi du coup des capteurs au niveau du cerveau. Je suppose que ça doit mélanger certainement peut-être, alors peut-être l'électromyogramme plus l'électroencéphalogramme. Je sais pas trop. Que l'électromyogramme, j'en ai déjà entendu parler, je visualise. Je sais aussi qu'on peut capter les signaux électriques du cerveau. Mais sur ce test-là, j'en ai fait 2 des EMG, je confirme, c'est pas hyper agréable, ça dépend pas mal du praticien. Oui, bah, après c'est sûr que c'est comme les piqûres, enfin, ça dépend qui vous pique, ouais, j'imagine que c'est pareil. Donc là, quand même, on a 2 on a 2, comment? 2 retours sur l'électromyogramme et c'est confirmé, voilà, mais c'est un peu, alors c'est pas 2 retours que je cherchais, le terme c'était 2 témoignages. 2 témoignages et voilà, pas super positif. Oui, c'était ça, mais je me rappelle plus du nom, c'était il y a 15 ans. OK, OK, OK. Hem, mais ouais, je sais pas, comment ils appellent ça. Est-ce que parce que là, c'est enfin, ouais, c'est l'encéphale et c'est tout le trajet du nerf, en fait, qui vont checker, donc je sais pas trop. Et du coup, c'est grâce à ce test qu'ils ont mis en lumière la sclérose en plaques. Alors, je suppose qu'il y a d'autres tests quand même en parallèle, parce que il me semble quand même que c'est pas la seule maladie où il y a une démyélinisation. En plus, si je me trompe pas, elle est qu'à certains endroits dans le circuit. Je sais pas si c'est pas plutôt le système nerveux central qui est démyélinisé. Enfin après, je sais pas, si tu veux préciser, Thienou, n'hésite pas. En tempo dans notre cerveau. D'accord. L'important, c'est que nous prenions le temps de laisser à notre cerveau le temps. Alors il y a plein de questions incroyables, fantastiques dans ce bouquin. Quelle est de quoi se nourrit le cerveau? De glucose essentiellement, c'est de sucre? C'est un peu barbare tout ça, Chloé. Oui, bah, oui, mais bon, ça permet, aussi, voilà, effectivement, c'est des tests, mais est-ce qu'au final, une prise de sang, mettre une aiguille dans son bras, c'est pas un peu barbare aussi? Je sais pas. Mais ouais, non, c'est pas hyper agréable. Donc de quoi se nourrit le cerveau? Au plan Oui, du matériel, carburant, oui. le carburant, c'est uniquement un sucre bien particulier qui est le glucose. Notre cerveau ne sait fonctionner qu'avec du glucose. Donc, il faut directement du glucose, ou il faut que le foie lui fabrique du glucose à partir des graisses ou à partir des protéines. En tout cas, il ne fonctionne qu'au glucose. Mais finalement, l'équivalent énergétique de 2 bananes par jour lui suffit. Donc, il est très économe. D'accord. Alors, il y a une Alors expression. après, le glucose, c'est aussi la source d'énergie pour vos cellules, hein, pas que pour votre cerveau. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le cadre du diabète, qui est une hyperglycémie chronique, où c'est un problème de glucose qui ne peut pas justement aller dans la cellule pour lui apporter de l'énergie, donc ce qui pose plein de problèmes, vous vous en doutez. Euh, et, euh, et comment? Alors après, juste brièvement, il y a plus ou moins 2 grands types de diabète. Le diabète de type 1 qui est plutôt un diabète infantile, où là, il n'y a pas de production d'insuline, parce que l'insuline, en fait, c'est la clé qui va permettre de faire rentrer le glucose dans la cellule. Donc si vous n'avez pas cette clé, c'est très embêtant. Donc là, on va être obligé de passer par des injections d'insuline. Et vous avez le diabète de type 2, qui est dit diabète non insulinodépendant, parce que là, on a bien l'insuline qui circule, mais ce sont les cellules qui ne sont plus
qui ne sont plus réceptives à cette insuline, et avec la même conséquence que dans le diabète de type 1 au final, qui est que le glucose ne peut pas rentrer dans les cellules et qu'il reste dans la circulation du sang, et donc hyperglycémie chronique, avec tous les problèmes qu'une hyperglycémie chronique peut engendrer. La particularité du diabète de type 2, c'est que c'est un diabète qui s'installe à bas bruit dans le temps, et donc voilà, parfois on ne le découvre que avec les fameux îlots de Langerhans. Oui, exactement. Les îlots de Langerhans, ce sont des cellules spécifiques du pancréas qui produit l'insuline, et ce sont ces cellules-là qui le produisent. L'insuline et le glucagon, qui fait l'inverse de l'insuline. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails ce soir. N'hésitez pas, si le diabète vous intéresse, il y a des temps forts sur le diabète. Il y a même, il y a eu une journée mondiale du diabète il y a quelques temps, et du coup, j'avais fait tout un stream spécial là-dessus. Donc, il y a plein d'infos. Certainement que j'en reparlerai, parce que c'est un souci de santé mondial très important, qui touche énormément de gens et qui tue aussi malheureusement énormément de gens. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, si vous voulez creuser, n'hésitez pas à aller voir ces temps forts. Et il y a même une collection. Enfin, voilà, il y a des vidéos sur la chaîne en tout cas. Et salut Minaroms. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, le glucose. Ok, non, c'est tout. C'était sur le glucose. Un concept dans votre livre qui est passionnant, que j'ignorais complètement, c'est ce que vous appelez le mode par défaut de notre cerveau. Et vous dites que c'est capital parce que c'est ça en fait qui détermine une sorte de carte d'identité de notre cerveau, notre empreinte cérébrale. Oui, comme je vous ai dit, le cerveau, il fonctionne tout le temps. Et donc, quand nous ne faisons rien, quand nous ne pensons à rien, bien, notre cerveau, lui, il travaille quand même. Ou quand on dort. Intéressant. C'est encore une autre activité du cerveau, le sommeil. Mais prenons l'activité éveillée où nous ne pensons à rien. Donc nous ne faisons aucune tâche, nous ne pensons à rien. Eh bien, notre cerveau, il fonctionne, et il fonctionne selon un mode qu'on a appelé mode par défaut, parce qu'il n'y a pas de tâche. Et ce mode par défaut, si on l'enregistre, eh bien, non seulement c'est la façon dont notre cerveau prépare. Alors après, mode par défaut, quand on ne pense à rien. Et salut Philémon. Je work un peu, pas de souci, pas de souci. Votre cerveau, enfin, on ne pense consciemment à rien, mais votre cerveau, il traite quand même toujours 1 milliard d'informations dans le sens, enfin 1 milliard, je dis un chiffre comme ça, hein, c'est pas, mais tous vos récepteurs de votre corps, vos capteurs envoient quand même en permanence. Hey, salut Lox, salut. Comment tu vas? Ici, ça parle cerveau. On essaye de comprendre un peu et voir s'il n'y a pas moyen de le hacker après. Enfin, je dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais du coup, je me suis perdue dans mon explication. Oui, votre cerveau, il est jamais. Bah oui, ça fait plaisir de te voir, ouais, carrément. Enfin, de te voir dans le chat, du coup. Les EEG se font en phase de sommeil? Pas forcément, je crois pas. On va le faire en phase de sommeil si on veut aller étudier justement l'activité électrique du sommeil pour vérifier, est-ce qu'elle est normale ou pas, pour expliquer un éventuel trouble du sommeil. Mais dites-moi comment hacker, j'en ai besoin là. Ouais, je crois qu'on a potentiellement tous besoin. Ah, mais il n'y a pas de recette en fait. Le secret, c'est qu'il se hack tout seul. Ouais, on est un peu con en fait, on le savait pas. Pour l'épilepsie, en tout cas, oui, c'est possible. Mais tu peux faire aussi un EEG, donc un électroencéphalogramme, à d'autres moments. En fait, tout dépend de ce que tu souhaites vérifier, on va dire. Ou étudier aussi, parce que selon les recherches aussi, on va avoir besoin que le patient soit conscient lorsqu'on va aller regarder son activité cérébrale.
Dans un des reportages que je vais vous proposer ce soir, donc là, ça va être vous qui allez choisir. Je ne vais pas dire dans quel reportage. Il y a, ils utilisent justement cette activité électrique du cerveau pour essayer de voir, en fait, est-ce qu'on retrouve des schémas en fonction de ce que fait le patient. Et du coup, bah, l'idée, c'est d'essayer de trouver la carte de ces schémas pour, par exemple, commander, un exosquelette. Voilà. Alors voilà, je vais pas dire dans quel reportage, mais on peut, avoir cet objectif-là, avec, ce type d'examen. Je suis désolée, je cherche mes mots un peu ce soir, mais ouais, il y a plein de trucs. Là, c'est pareil, je pense que je ferai, il y a plein de choses qui sont en train de bouger, enfin, qui bougent depuis pas mal de temps, hein, là-dessus, hein, mais on pourra rentrer un peu plus, dans les détails, un de ces 4. Faut que je me cale vraiment un soir, React, un peu techno là-dessus, parce que c'est passionnant, même sur tout ce qui est prothèse, myoélectrique aujourd'hui, enfin bref, il y a des choses, à voir, à dire qui peuvent être cool, c'est cool. Donc voilà. Par le temps d'après, Ouais. mais c'est une Ah salut princesse carte Sarah! d'identité, c'est une empreinte cérébrale qui permet de reconnaître les individus mieux que n'importe quelle autre manière de reconnaître les individus, mieux que le génome, mieux que évidemment que l'empreinte digitale. Voilà. Alors là, vu que je suis partie encore en digression, enfin voilà, à expliquer, des trucs. En gros, là, ce qu'il dit, c'est que l'acte enfin le la je vais le remettre en arrière. Ça va être plus simple, il va le dire beaucoup mieux que moi, mais en gros, heu, on est tous différents. Ça, on le savait, mais même Éveillé, jusqu'au cerveau, où quoi. nous ne pensons à rien. Donc nous ne faisons aucune tâche, nous ne pensons à rien. Eh bien, notre cerveau, il fonctionne, et il fonctionne selon un mode qu'on a appelé mode par défaut, parce qu'il n'y a pas de tâche. Après, D'accord. Et penser à ce rien, mode je sais pas par pour vous, mais défaut, c'est si dur, on hein. l'enregistre, eh bien, non seulement c'est la façon dont notre cerveau prépare le temps d'après, Ouais. mais c'est une carte d'identité, c'est une empreinte cérébrale qui permet de reconnaître les individus mieux que n'importe quelle autre manière de reconnaître les individus, mieux que le génome, mieux que évidemment que l'empreinte digitale. Voilà. Ça, je trouve ça complètement dingue. Donc cette, carte de notre, fonctionnement du cerveau, elle est vraiment, vraiment, individuelle. En même temps, ça s'explique, bah, par ce qu'on a dit au tout début, c'est-à-dire que on est le fruit de toutes les interactions, qu'on va avoir, de toute notre expérience, en fait, et que le cerveau aussi, en fonction de ça, bah, la plasticité cérébrale va faire que il y a des connexions qui vont se faire plus ou moins de façon importante et qui sont propres à chaque personne. Donc il y a pas 2 personnes qui ont les mêmes connexions, et de là à dire que du coup, c'est encore plus fort que le génome ou qu'une empreinte digitale, je trouve ça assez hallucinant. Enfin voilà. Quand je me concentre vraiment pour penser à rien, oui, c'est bizarrement dit. Oui, parce qu'en fait, tu penses à ne penser à rien. J'ai une sensation de silence, comme si j'avais coupé une musique relou. Moi, je peux pas, j'arrive pas à tenir. Mais du coup, oui, si tu es en train de penser à ne penser à rien, du coup, de fait, tu penses. C'est un peu comme philosophiquement. Alors, je sais pas moi qui emprunte, enfin qui a cette phrase philosophique, enfin cette réflexion philosophique. Hein, je crois que c'était Étienne Klein. Le néant, dès que on commence à le penser, au final, enfin imaginer le néant. Qu'est-ce que le néant? Bah, en fait, il perd sa substance, puisque on y pense, il n'existe alors plus, le néant n'est plus. Enfin voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu cette espèce de plongée dans la philosophie de si tu penses à ne pas penser, donc tu penses. C'est pareil. Voilà, enfin bref. Mais après, si ça fonctionne et que ça fait du bien aussi, parce que d'avoir le cerveau, chez certaines personnes, c'est très compliqué, hein, ça, justement d'avoir des moments entre guillemets de pause, c'est épuisant. Et c'est ouais, c'est très dur de ne penser à rien.
Et encore une fois, dans tous les cas, même si vous avez la sensation de penser à rien, votre cerveau, il pense à plein de choses, hein. Heureusement, remarque, hein, c'est mieux parce qu'il faut qu'il gère un peu ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc, c'est quand même plus pratique, quoi. Alors, on peut dire aussi que le cerveau, c'est pas une tour de contrôle, c'est plutôt un coordinateur du corps. Oui, la séparation qu'on a toujours voulu faire entre le corps et l'esprit ou entre le corps et le cerveau, non, il y a une unité. Le cerveau est en permanent dialogue avec le corps, il en reçoit des éléments. Et je cite cette phrase qu'avait déjà dit William James à la fin du 19e siècle, il ne faut pas dire « je vois l'ours, j'ai peur et je tremble », il faut dire « je vois l'ours, je tremble et j'ai peur ». Il y a tout un ensemble d'informations de notre corps qui mettent notre cerveau en éveil, qui le poussent à agir ou réagir. Et donc, on a une unité, bien sûr, du corps et de l'esprit. Alors, vous abordez... Ça, je trouve ça très bien qu'ils le disent. Et c'est de plus en plus... Enfin, le discours de plus en plus de médecins et autres. Je vous montre ça, vraiment le fait de dire que... on est vraiment un tout. On ne peut pas dissocier effectivement le cerveau serait le supérieur et les autres. Tout a un lien. En fait, le système nerveux, c'est le système nerveux central, donc le cerveau plus la moelle épinière, et on a le système nerveux périphérique. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais le système nerveux central, donc cerveau, moelle épinière, s'il n'y a aucune information qui lui est renvoyée, donc notamment des voies sensitives, donc de tous ces fameux capteurs, récepteurs que vous avez partout, il n'a rien pour bosser. Et pareil, dans le sens inverse, s'il n'y a pas des voies motrices pour envoyer les décisions, entre guillemets, du cerveau au corps, il n'y a rien qui se passe non plus. Donc c'est pour ça que c'est aussi, ça explique en partie pourquoi il faut considérer vraiment le corps comme une unité, ne pas séparer corps-esprit. On le voit aussi quand on parle de psychosomatique, enfin vraiment, on voit que par exemple, le stress va avoir un impact sur la biologie du corps et inversement, la biologie du corps peut avoir un impact aussi sur notre comportement. Donc, il n'y a pas de sens unique. Les deux communiquent en permanence et sont donc étroitement liés, quoi. C'est où le bon bouton pour virer ça? Je suis perdue dans mes... Pourquoi tu pars pas? Hop, voilà. Tac. Plein d'autres questions dans le livre, par exemple les effets du vieillissement sur le cerveau. Plus on vieillit, moins notre cerveau est, j'allais dire intelligent, vous n'avez pas aimé le mot, mais disons moins notre cerveau est comment dirais-je, comment on pourrait définir d'ailleurs les effets du vieillissement? Écoutez, avec le vieillissement, on perd certaines cellules. On perd certaines propriétés de plasticité, c'est-à-dire la facilité avec laquelle les circuits se remodèlent. Mais à côté de ça, ce qui fait la capacité du cerveau, c'est la sélection des informations, la hiérarchisation. Donc, d'une autre manière, avec... on va dire la maturité plus que le vieillissement, eh bien il y a aussi certains domaines, la philosophie par exemple, dans lesquels les performances sont peut-être meilleures que plus jeunes. Alors j'aime vraiment bien comment il aborde les choses. Il voit le verre tout le temps à moitié plein, sur l'intelligence, voilà, l'absence de définition, il a bien souligné. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup et vraiment. Je pense que... Alors, j'ai rien commandé pour Noël puisque je ne fête pas Noël, mais je crois que je vais m'offrir son bouquin. Il y a moyen. Il y a plusieurs chapitres sur la mémoire, comment le cerveau stocke la mémoire, c'est passionnant. En tout cas, pas comme un disque dur. Et puis, la mémoire, c'est apprendre. Et apprendre, c'est répéter, mais c'est aussi effacer. Et il faut savoir effacer. Si on stockait tout, ça serait des grandes poubelles avec tout ce qu'on stocke sur nos disques durs et qui ne servent à rien. Et donc, la mémoire, c'est surtout un processus dynamique et un processus multiple. Même une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer vous en poser la question. est capable d'apprendre une nouvelle chanson. Elle ne retiendra jamais les paroles, mais l'air,
au fur et à mesure, elle va le retenir, ce qui prouve que les mémoires sont diverses et distribuées, et que là encore, on est dans un univers très complexe. Alors, il y a plein de choses. Il y a aussi, vous faites allusion à des œuvres d'art, il y a des artistes, des poètes, des écrivains. Donc, c'est un livre qui passe à la poésie, à la philosophie. Et vous dites, notre cerveau doit imaginer l'autre pour le comprendre. C'est magnifique. C'est aussi une des manières dont fonctionne notre cerveau, c'est-à-dire qu'on est dans cette anticipation permanente de ce que l'autre va faire, et pour cette anticipation, notre cerveau passe son temps à créer des scénarios, qu'est-ce que l'autre va faire, et d'une certaine façon, le présent pour notre cerveau, c'est la vérification de ce qu'il avait anticipé. C'est vrai, c'est pas très surprenant, c'est faux, tiens, il faut éveiller la conscience parce que il faut que je rectifie le tir. Merci Hervé Geneves. Je rappelle le titre de votre livre, donc Notre cerveau, aux éditions L'Iconoclaste, un livre passionnant pour tous ceux qui s'intéressent à notre cerveau, au cerveau à la façon... et à être humain, à la façon dont nous sommes humains. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà pour ces petites bases, on va dire, sur le cerveau. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez pensé. Moi, je l'ai trouvé, en tout cas, très bon, une belle approche humaniste. Et ça, dans les approches de santé, justement, et notamment de tout ce qui est chirurgien, médecin, ça peut manquer parfois. Donc là, c'est vrai que ça fait plaisir